BX1 +, toujours plus d'actu. The Visit, c'est un spectacle que vous pouvez voir en ce moment au théâtre des Riches-Clairs. On va en parler maintenant dans notre page culture. On est en ligne avec Malou Arnoux et Blanche Tirciot, qui sont les deux comédiennes à l'origine de ce spectacle. C'est la compagnie La Pigeonnière qui a pris ses quartiers aux Riches-Clairs. Je dis on a pris ses quartiers aux Riches-Clairs, mais ça ne se passe pas aux Riches-Clairs, ça se passe dans les rues autour. Donc on est dans le quartier Saint-Géry, Malou Arnoux, Blanche Tirciot. Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là? C'est spécifique de votre travail de ne pas rester dans les théâtres? Oui, tout à fait. L'accès de la compagnie au théâtre a été vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des salles. Et donc, ça fait 4 ans qu'on cherche des réponses à cette question. Alors, donc, ouais, la réponse là pour The Visit, c'est un petit peu un voyage dans le futur et retour. C'est-à-dire que vous nous proposez d'être dans un temps lointain avec deux chercheuses de l'Institut d'anthropologie appliquée qui va organiser un voyage en l'an 2020. Donc pour elles, c'est le passé. Pour nous, c'est le présent. C'est ça l'idée de cette confrontation ? Oui, ce qui est spécifique avec le travail de la compagnie en général et qu'on retrouve dans The Visit, c'est le fait que les spectateurs sont immergés dans la fiction. Donc l'ensemble des spectateurs qui viennent voir The Visit se retrouvent finalement à être des membres actifs de cette visite guidée organisée par l'Institut et viennent donc découvrir avec ce regard un peu étranger, le 21e siècle primaire, comme s'ils le voyaient pour la première fois. Ouais, donc c'est une espèce de voyage organisé avec une notion un petit peu scientifique. Il y a un petit teaser, je vous propose qu'on le regarde. Ça n'explique pas tout, mais ça va permettre de se rendre compte un petit peu de l'ambiance. Bonjour. Vous pouvez chausser votre masque oculaire. Détendez-vous. Faites le vide. Bon voyage. Vous allez pouvoir retirer votre masque oculaire. Bonjour. Bonjour. Ça va les oreilles? Ah oui, le tempo, le shaving, ça arrive, c'est la translocation cellulaire, parfois ça peut... Oh! Bienvenue. Voilà, donc on vient de voir un petit peu ce qui se passe. Donc ça se passe comme ça. C'est-à-dire quand on assiste au spectacle, on commence par mettre un masque. C'est le début, c'est la fin du spectacle, c'est le temps qui correspond à la télétransportation, parce que c'est de ça dont on parle, hein, puisqu'on revient dans le présent qui est censé être notre passé à partir du moment où on a accepté de rentrer dans cette pièce. C'est quoi ce qui vous amuse là-dedans? C'est quand même un petit peu l'idée de nous revoir un petit peu d'une manière décalée, puis de nous emmener aussi vers des comportements un petit peu transgressifs, parce que on n'est pas spectateur passif dans votre histoire. Oui, c'est clairement ça qui nous amuse, nous, déjà, dans un premier temps, comme comédienne, de pouvoir s'autoriser à redécouvrir notre ville, notre espace de vie et à le questionner, et du coup, pouvoir emmener du public avec nous dans ce que nous permet le théâtre. Parce que le théâtre, c'est un lieu, en tant que professionnel du spectacle, pour moi, c'est un lieu où je peux m'autoriser des réflexions, des formes d'action. Et ce qu'il y a de chouette dans ces formes-là, c'est qu'on donne un moment d'autorisation au public d'être autre chose que ce qu'il est généralement dans la ville, de citoyen qu'il est tous les jours. Et voilà. Et donc la transgression fait partie de ça. Le théâtre peut être un instrument de transgression. Donc. Alors vous êtes deux scientifiques du futur, une qui est plutôt spécialisée, on va dire, en l'histoire ou histoire des civilisations, et l'autre qui est plutôt spécialisée dans l'observation du vivant, qui va donc collecter des petits extraits de plantes qu'elle n'a encore jamais vues, parce que dans le futur il n'y a plus de plantes, il faut croire. Quand on parle de moment de transgression, je vais quand même en raconter un ou deux. J'ai le droit quand même, où ce serait rompre le charme.
Je vois qu'il y a une petite moue. Allez, je vais en donner un. Moi, ce que j'ai assisté, on est autorisé à faire des petits graffitis. Et alors, j'ai vu quand même une scène un petit peu osée, mais quand même hilarante, où on va au-devant d'un combi de police et on amène le groupe à chanter un slogan qu'on a vu sur un mur, dont on n'a absolument pas saisi le sens, qui est « Justice pour Adil ». Ça vous amuse, ce genre de provocation ? Disons que, alors là, par exemple, typiquement, ce jour-là où on a scandé le mantra « Justice pour Adil » devant le club de police, enfin le club de philanthropie qu'on appelle police, c'était tout à fait improvisé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a émergé du contexte, donc on est toujours en train de jauger en fait ce qui se passe avec le moment présent et les opportunités qu'on a pour pouvoir jouer avec ce qui se produit. Donc voilà, c'est ça qui s'est mis. On est quelque part un petit peu protégé par le fait qu'on est dans une histoire imaginaire, qu'on est dans une fiction où finalement le regard qu'on porte sur le 21e siècle est très très positif, très émerveillé. Et donc ça nous autorise à finalement, avec ce ton léger et très naïf, à pouvoir, peut-être de temps en temps, c'est vrai, pousser un petit peu plus loin les actions, sans avoir l'air non plus d'être dans l'attaque ou dans la provocation, justement. Ouais. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que le club de police à qui nous avons adressé ces mantras ne s'est pas senti attaqué ou en danger face à ce groupe qui lui adressait la prière. Mais donc c'est ça, en fait, ce décalage nous permet de dire des choses qui sont importantes pour nous, fortes, je pense, comme Justice pour Adil, mais sans entrer dans une confrontation directe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant que permet le théâtre. Ouais, peut-être que les policiers n'ont pas tout à fait entendu, parce que peut-être que le groupe, à ce moment-là, était un petit peu plus timide que lors des expériences précédentes que vous avez proposées. En fait, on voit notre époque comme nous, on regarderait la civilisation égyptienne ou les gréco-romains. C'est ça que vous nous proposez un petit peu comme décalage. Hein. Est-ce que, donc, il y a une grande part d'improvisation, si on a bien compris, hein, vous jouez un petit peu avec les situations qui se présentent à vous. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions de rejet de la part du public, des gens qui rentrent pas du tout dans le jeu ? De la part du public ou de la part des gens qui sont... Alors c'est intéressant, racontez les deux, parce qu'il y a le public, c'est ceux qui sont venus assister à l'expérience, donc ceux-là, a priori, sont volontaires, mais il y a aussi tous ceux qui sont, notamment dans le quartier Saint-Géry, aux terrasses des cafés ou au volant de leur voiture, qui vous voient passer et qui se demandent c'est quoi ce groupe du Luberlu avec des écouteurs sur les oreilles et ces deux à moitié folles qui sont en train de faire des gestes dans tous les sens avec un sourire béat. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui. C'est quoi les réactions alors ? Au niveau du public, on a effectivement des fois des gens qui ne rentrent pas, enfin qui n'ont pas envie d'être autant en action, et donc ça c'est quelque chose qu'on est aussi en train d'apprendre à jauger parce que c'est le tout début de ce spectacle. Là, on a fait la première il y a à peine quelques jours, donc on est en train d'essayer de jauger comment est-ce qu'on est dans l'invitation à participer, mais pas dans l'obligation à participer, et surtout comment ne pas pointer du doigt les gens qui refuseraient de participer parce que ça, c'est un peu un des ressorts faciles aussi du théâtre, de dire, il suffit de rire de la personne qui ne veut pas faire et tout le groupe rigolera. Et donc là, on essaye un peu d'équilibrer ça. Après, pour l'instant, on n'a jamais eu de gens qui ont été vraiment dans une opposition frontale. Non. On a des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller faire des graffitis à la craie sur les murs, et donc qui se tiennent plus en position de spectateurs que de spectateurs, comme nous, on essaye de le faire. Et les gens qui sont aux terrasses des cafés, qui vous voient passer, comment ils réagissent ? Ça marche plutôt bien, j'ai trouvé, non ? Oui, alors c'est très étonnant. Tous les jours, on a des retours de « mais c'est incroyable », comme les gens dans la rue réagissent bien. Et c'est vrai que finalement, en fait, parfois on pousse les choses très très loin et les passants sont hyper ouverts. Et donc, moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez joli là-dedans aussi, c'est de se dire que en arrivant avec une attitude positive et d'ouverture, parce que c'est le cas des deux personnages en fait, qui même si parfois elles vont pousser un petit peu les limites, elles restent toujours dans une attitude très enthousiaste, très ouverte à la rencontre. Et on a finalement... Ah voilà, il y a un téléphone. Je vous pose une dernière question. Je m'adresse à Martha Singer de Lamotte, donc spécialiste en anthropologie, et Betty Von Gu, spécialiste en sciences du vivant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi une boîte à mobile et une boîte à mobile naine, et une boîte à mobile adulte ? Ah oui.
Alors, donc, les boîtes automobiles, de manière générale, on n'est pas complètement fixé à l'Institut sur est-ce que les boîtes automobiles font partie du règne animal ou du règne mécanique. Donc, là, on est encore en processus d'étude. Oh Martha, moi je pense quand même que les boîtes automobiles appartiennent plutôt à la paléofaune. Mais bon. Voilà, donc ça, c'est le point de vue de Betty von Gumuschluck, évidemment, que je ne contesterai pas. Je ne suis pas spécialiste en paléofaune. Néanmoins, les boîtes automobiles ont très clairement un rôle dans la société anthropocénienne assez prégnant. Et on a pu remarquer, comme vous l'avez souligné, la différence de statut entre les boîtes automobiles naines, où l'on trouve plutôt des anthropocéniens seuls, et les boîtes automobiles adultes où ils ont tendance à être plus groupés. Donc on soupçonne une différence de caste, une différence sociale entre ceux qui... Voilà, on a compris que la boîte automobile naine, a priori, il y a 4 ou 5 places. La boîte automobile adulte, habituellement, il y a marqué Stib et un gros numéro à l'avant. Merci beaucoup, Malou Arnoux et Blanche Tirciot. Merci, c'est un très chouette spectacle. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il faut le faire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, c'est complet. C'était prévu jusqu'au 31 mai, je pense, donc jusqu'à la fin de la semaine, au Théâtre des Riches-Claires. Il n'y a pas de prolongation, parce que vous êtes déjà en prolongation. C'est ça, mais on rejoue du 1er au 4 octobre au Riche-Clair, et dans tous les cas, on espère avoir beaucoup d'autres dates dans beaucoup d'autres villes et quartiers, donc il faut suivre l'actualité de la compagnie sur la page Facebook, Instagram, site web, etc. Voilà, compagnie La Pigeonnière, n'hésitez pas à nous suivre et nous liker, voilà. On sera ravis. Rencontrer. Merci beaucoup. Et donc, on a pris rendez-vous déjà pour le mois d'octobre pour un retour à Bruxelles dans le quartier Saint-Géry. Préparez vos imperméables parce que peut-être qu'en octobre, il fera pas très beau. Mais en tout cas, passez un très bon moment avec Malou Arnoux et Blanche Tirciot. Et ça permet de rire de nous-mêmes aussi. C'est ça aussi le théâtre, c'est d'avoir un petit peu de recul et un décalage. Merci à toutes les deux.